Donc, Voilà. bienvenue à tous pour cette conférence, cette nouvelle conférence de Mensa Poitou-Charentes. Aujourd'hui, le télescope spatial James Webb, et je laisse Jean-Étienne, notre conférencier, se présenter. À toi, Merci Jean. beaucoup. Je commence à avoir l'habitude. C'est ma troisième conférence pour Mensa Poitou-Charentes. La première parlait du télescope spatial Hubble. Ensuite, la deuxième du télescope spatial James Webb, mais qui n'avait pas encore été lancé. Il était toujours au sol à ce moment-là. À présent, il est en place, il est pleinement opérationnel. Donc, nous allons un petit peu examiner les premiers résultats des observations qui ont été effectuées, en gardant bien à l'esprit que tout ceci n'est qu'une ébauche, car le télescope fonctionne seulement depuis un peu plus de 3 mois, alors que sa durée de vie prévue est de minimum une quinzaine d'années. Alors, j'ai oublié un petit bonjour à tout le monde, merci d'être venu, spécialement aussi pour nos amis canadiens que j'aime beaucoup parce que j'ai été conseiller scientifique de Radio-Canada pendant quelques années. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Alors, nous allons faire une petite rétrospective, nous allons un petit peu rappeler comment fonctionne James Webb, et ça pour pouvoir mieux comprendre ce qui va suivre. Voilà, ça marche. Nous comparons aussi les résultats obtenus par Hubble, qui a fonctionné, qui fonctionne toujours depuis une trentaine d'années, et James Webb. On peut comparer les deux miroirs. Hubble à gauche, c'est un miroir de 2,40 m de diamètre, fonctionnant en lumière visible, et à droite, James Webb, miroir énorme de 6,50 m de diamètre, et qui fonctionne essentiellement, qui fonctionne uniquement en infrarouge. Il est un petit peu dans le rouge profond. Alors, son miroir est composé de 18 segments séparés, montés séparément, revêtus d'une très fine pellicule d'or. Pourquoi d'or? Parce que l'or est la matière qui réfléchit le mieux l'infrarouge. Ne vous affolez pas, sur ce miroir de 6,50 m de diamètre, il y a en tout environ 26 grammes d'or. Donc, vous voyez, c'est une couche vraiment très fine. Alors, pourquoi l'infrarouge? Eh bien, parce que le spectre infrarouge est porteur de beaucoup plus d'informations que la lumière visible. On le voit très bien sur ce schéma. Jusqu'à présent, les télescopes fonctionnaient uniquement en lumière visible parce que, tout simplement, on observait à l'œil et on n'aurait pas pu faire autrement. En plus de cela, depuis la Terre, l'infrarouge est pratiquement invisible car il est filtré par l'atmosphère terrestre. Donc, pour observer en astronomie infrarouge, il faut soit de très longues pauses, parce qu'il en parvient tout de même un petit peu, mais pas beaucoup, ou alors observer depuis l'espace. Hubble n'avait pas été prévu pour cela. James Webb, lui, bien. Alors, pourquoi l'infrarouge aussi? Parce que les astres très lointains, les galaxies très lointaines s'éloignent de nous, c'est l'expansion de l'univers, et par effet Doppler, la lumière qu'ils émettent se décale vers le rouge, ou même pour les plus lointains d'entre eux, vers l'infrarouge. Ils deviennent donc invisibles depuis la Terre, quoi qu'il en soit. Pour les objets plus proches, notamment en astronomie planétaire ou pour l'observation des étoiles dans notre galaxie, l'infrarouge permet d'observer à travers les nuages de poussière ou de gaz qui nous sont parfaitement opaques. Alors, un petit rappel de construction. Les miroirs sont supportés sur une structure en titane qu'on appelle la cage. C'est une armature articulée en 3 parties, parce que 6,50 m de diamètre, c'est impossible d'en disposer sous la coiffe d'une fusée. Il n'y a pas de coiffe aussi grande.
ce qui complique énormément son lancement et puis son déploiement. Voilà ça, oui, voilà le détail. Alors, chaque miroir, voilà la cage au sol avant en cours d'élaboration. Ça, c'est la partie centrale. Et voilà les deux ailes donc, qui sont repliées au moment du lancement. Vous voyez ici le système d'articulation. Alors, il faut tenir compte aussi que les miroirs, au moment du lancement, sont plaqués en quelque sorte contre la cage. Tout ça parce que le lancement implique des vibrations absolument énormes. S'il était monté définitivement dans sa position de fonctionnement définitif, il serait complètement déréglé à son arrivée. Donc, chaque miroir va être positionné très exactement après sa mise en orbite ou son transfert vers l'orbite. Chaque miroir est supporté, donc chaque miroir individuel est supporté par 7 points d'ancrage. 6 points périphériques, comme celui-ci. Chaque point étant situé à environ un des angles de l'hexagone et un point au centre. Pourquoi? Les 7 points périphériques vont permettre d'incliner le miroir de façon à le faire coïncider entre eux, de façon qu'ils ne sont plus qu'un seul miroir. Et le point central permet de déformer très légèrement la courbure du miroir qui n'est pas en verre. Il est en beryllium, donc c'est un métal très dur, de façon à modifier sa focalisation. Et cette focalisation est réglable sur si vous voulez, la flèche de la courbure peut être modifiée sur environ un 100 millième du diamètre d'un cheveu humain. Donc vous voyez, c'est extraordinairement précis. Alors voilà le miroir complètement monté sur sa structure. Le télescope est prêt, il n'est pas replié au moment où il va pénétrer dans la chambre à vide de la NASA, où on va tester beaucoup de choses, son fonctionnement sous vide, son fonctionnement des températures très basses, et aussi un test de vibration. Alors j'aime bien cette image parce que vous voyez les personnages en bas à droite, ça montre un petit peu la dimension de l'engin, c'est réellement un monstre. Pour la petite histoire, le miroir complet, je parle uniquement le miroir pèse à peu près dans les 700 kg, alors que le miroir de Hubble en verre, qui était beaucoup plus petit, pesait 1 tonne. Donc, d'où aussi le choix de ce métal pour sa construction. Voici le miroir positionné dans la coiffe de la fusée Ariane 5. Et pour la petite histoire, Ariane 5 a été sélectionné, voici déjà plus de 10 ans, parce que c'était la fusée qui présentait la seule coiffe compatible avec la dimension du miroir. Il a fallu y avoir de très gros problèmes d'ailleurs, parce que Ariane 5 est en fin de vie. Il reste, je crois que c'est 3 vols à effectuer, après on passe à Ariane 6. Et si le projet avait pris du retard, on aurait risqué de ne plus disposer de fusée pour le lancer. En fait, ça a marché et il y a eu quelques années de retard, mais ça a quand même fonctionné. Je me permets de t'interrompre, Jean. Oui. Une question qui est plusieurs questions finalement en une. Donc, on a Raymond qui demande, lorsque vous parlez d'infrarouge, voulez-vous dire que le JWST perçoit l'infrarouge? Si oui, reste à transformer l'image pour qu'on puisse l'interpréter. Pourquoi a-t-on recours à des miroirs? On envoie l'image reflétée dans le miroir plutôt que dans l'observation directe? En fait, on emploie des miroirs parce que les miroirs, c'est tout simplement l'objectif de l'appareil photo. Il existe 2 familles de télescopes, soit les télescopes réfracteurs qui fonctionnent grâce à une lentille, mais là, on ne dépasse pas le mètre de diamètre sur Terre, sinon on a des problèmes de flexion du verre trop importants. Ou alors, on a des télescopes réflecteurs qui fonctionnent au moyen d'un miroir. Donc, la lumière est réfléchie par le miroir, concentrée vers un capteur qui est lui-même une espèce d'ensemble de cellules CCD, exactement comme dans un appareil photo classique.
Alors, c'était quoi la première partie de la question? Et lorsque vous parlez d'infrarouge, voulez-vous dire que le JWST perçoit l'infrarouge? Si oui, reste à transformer l'image pour qu'on puisse l'interpréter, point d'interrogation. Oui, en effet. L'infrarouge n'est pas perçu par l'œil humain. Donc ici, on doit convertir l'infrarouge en lumière visible, mais on ne parle pas que d'une seule gamme d'infrarouge. En fait, les capteurs infrarouges du télescope spatial sont munis de chacun de 6 filtres infrarouges différents qui correspondent à 6 températures de couleurs différentes. C'est un petit peu comme si on déplaçait le spectre lumineux perçu par l'œil humain vers le spectre infrarouge. Et par après, on peut convertir ces 6 couleurs. Alors, c'est intéressant parce que pour le cas d'une image qui est transmise depuis un objet extrêmement lointain, cet objet extrêmement lointain émet notamment dans la lumière visible, elle devient infrarouge par effet Doppler et on peut recréer les couleurs réelles d'émission. Ou alors, on peut utiliser l'infrarouge en spectroscopie pour étudier des éléments qui ne sont pas analysables depuis la Terre en lumière visible. Merci. Voilà. Et ça va être détaillé par la suite. Donc ici, voilà, on le lance, c'est parti. Nous sommes le 25 décembre 2021, le jour de Noël. Et voilà, James Webb est sur orbite. Ici, on voit la partie arrière, donc toute la partie avant, c'est comme un gros cylindre dont on ne verrait qu'une seule face. Et là, c'est la dernière image que l'on ait eue depuis le lancement. Alors, James Webb n'est pas en orbite terrestre, donc à partir de là, il quitte l'orbite terrestre et il part vers ce qu'on appelle le point de Lagrange. Il y a 5 points de Lagrange autour de l'ensemble Terre-Soleil, qui sont des points d'équilibre gravitationnel. Si on place un objet donc au centre du Soleil, la Terre en orbite, ici c'est très schématisé, les distances ne sont pas du tout respectées. Si on place un objet en L1, L2, L3, L4 ou L5, il y restera. Enfin, ça, c'est théorique parce qu'il y a d'autres influences qui se produisent, mais il y est immobile. En L2, c'est très intéressant parce qu'on est entièrement en dehors de la sphère d'influence du Soleil et de la Terre. C'est le point de Lagrange le plus stable. Et on n'est pas sur le point de Lagrange lui-même, on est en orbite autour de ce point d'équilibre. Voilà. Une orbite d'à peu près 600 000 km de diamètre, qui est corrigée, car la Terre n'est pas au sol, là, elle tourne autour, elle influence aussi le jeu gravitationnel, donc il faut constamment la corriger. Et en pratique, le petit réacteur de positionnement de James Webb est allumé tous les 21 jours pour corriger cette orbite. Le point de Lagrange, donc l'orbite autour de Lagrange a été atteinte après 1 mois de transfert entre la Terre et sa position définitive. Une fois arrivé sur place, le télescope est entièrement déployé. Le voilà, évidemment, ici c'est une vue d'artiste. Le miroir peut être réglé. Donc chacun des 18 segments est élevé très légèrement d'environ 12 mm. Il est dans sa position définitive, mais ils doivent encore être orientés et focalisés de façon à ne plus présenter en pratique qu'un seul grand miroir convexe, une parabole. Alors voici la première image qui a été transmise, c'est un selfie. Il existe une petite caméra au niveau des capteurs infrarouges qui est destinée uniquement à photographier le miroir lors de sa focalisation. Maintenant, il ne sera plus utilisé. Et ici, on voit un des segments, c'est le segment A6, qui est focalisé en direction d'une étoile.
C'est l'étoile HD 84406 pour la petite histoire, ça c'est son petit nom. Et les autres ne sont pas encore alignés. Donc maintenant débute un processus qui va durer à peu près 1 mois pour reprendre chacun des miroirs, l'orienter convenablement et ensuite régler sa focalisation. C'est ce qu'on va voir ici. Voilà le schéma des miroirs. On voit le miroir A6 qui est celui qui était observé. Et voici la première image par les capteurs infrarouges de l'instrument. Ce ne sont pas des étoiles, c'est la même étoile photographiée séparément, retransmise séparément par chacun des miroirs et qui atterrit sur le capteur CCD. Maintenant, il va falloir les rassembler entre elles. Voilà à quoi elles correspondent. Et chacune de ces images va devoir être focalisée, d'abord rassemblée en un ensemble cohérent que voici. Et à partir de là, maintenant, il va falloir refocaliser très exactement par le petit support central de chaque miroir pour obtenir la courbure parfaite, de façon à ce que tous les miroirs ne représentent plus qu'un seul miroir. Là, ici, les segments sont parfaitement alignés, parfaitement focalisés, et on va les rassembler. On les oriente une dernière fois, de façon à obtenir ceci. Voilà, une étoile. Ce qu'on voit autour, ce sont des franges d'interférence qui indiquent que on observe réellement un point absolument ponctuel et parfait. On procède aux mêmes tests d'allure pour les télescopes terrestres. Et voilà le même selfie obtenu depuis la caméra située au niveau des capteurs. Là, on voit que l'image est parfaite. La première image d'évaluation, la voici. C'est la même étoile. Alors, pourquoi observe-t-on cette forme étoilée? C'est ce qu'on appelle des aigrettes. Eh bien, c'est tout simplement provoqué, ce sont des artefacts qui sont provoqués par la forme elle-même du miroir et par sa structure. Je ne vais pas la détailler, mais voici un petit schéma qui démontre comment ça fonctionne. Le miroir n'est pas circulaire, il y a des aigrettes provoquées par les supports du miroir et chaque point ponctuel va donner cet effet, mais pas les points de surface comme des galaxies, des planètes. On parle uniquement de points ponctuels. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir passer à l'utilisation pratique du télescope. Alors, la première lumière, c'est quoi la première lumière? La première lumière, elle existe avec tous les télescopes, qu'est-ce qu'ils soient terrestres, spatiaux, n'importe quoi. C'est un événement. D'habitude, on sabre le champagne quand ça se passe. C'est tout simplement la première fois que le télescope est braqué vers le ciel. Excuse-moi, Jean, il y avait une question sur Vas-y. le paragraphe précédent. Est-ce qu'on peut aller en orbite autour d'un point de Lagrange? C'est toujours Raymond qui nous pose la question, même sans masse gravitationnelle à ce point. Pardon, même sans… Masse gravitationnelle à ce point. Ah oui, il n'y a pas de masse gravitationnelle, c'est uniquement cette singularité. C'est un point d'équilibre entre la Terre et le Soleil. On observe des points d'équilibre aussi de part et d'autre, comme je l'ai montré tout à l'heure, de l'orbite terrestre. Et d'ailleurs, on observe parfois des objets naturels, des petits astéroïdes qui sont coincés à ces endroits-là. Donc, au point de Lagrange lui-même, il n'y a rien. C'est un point théorique, c'est un point d'équilibre. Il n'y a pas d'objet, il n'y a rien du tout. Mais on les place en orbite autour de ce point d'équilibre, tout simplement pour éviter l'encombrement. Parce que si on les plaçait exactement au point d'équilibre, il y a déjà plusieurs endroits, plusieurs objets au point de Lagrange L2, dont Spitzer, un autre télescope. Et on les place en orbite parce que l'orbite est beaucoup plus facile à régler qu'un point précis, tout simplement. D'accord, merci. Alors, la première lumière, donc c'est la première image qui sera transmise par le télescope, c'est la première image qui sera publiée. La voici. Et
c'est quoi? C'est un endroit. Là, je reprends mes notes. C'est une image de test qui est centrée autour d'un groupe de galaxies qui répondent au doux nom de SMACS 0723 et qui est connu, donc c'est un endroit qui est connu pour abriter les objets les plus lointains qui ont été observés dans le ciel jusqu'à présent. Alors, le diamètre, donc le champ de cette image correspond à peu près à la surface d'un grain de sable tendu à bout de bras. Donc, vous voyez, c'est très petit. Bon, la petite histoire, ce n'est pas la première image qui aurait dû être publiée par les opérateurs de James Webb. Cette image a été choisie par le président Biden, qui est un passionné d'astronomie, tout simplement. Mais n'empêche qu'elle est vraiment très intéressante. La masse de l'amas de galaxies qui est au centre, qu'on voit briller au centre, agit comme une lentille gravitationnelle. Et c'est pour ça, donc voilà, c'est cette masse de galaxies. Et c'est pour ça qu'on observe ces arcs de cercle qui représentent des galaxies vues par déformation, simplement. Cette masse gravitationnelle fonctionne un petit peu comme une lentille gigantesque, et déforme l'image tout autour d'elle. Et elle permet d'amplifier l'image de galaxies qui se trouvent derrière elle et qui apparaissent un petit peu comme si on observait à travers une grosse loupe. Et la lumière de ces galaxies, qui apparaissent en forme de cercle, est totalement prise en infrarouge. Elles sont inaccessibles depuis la surface de la Terre en raison de l'absorption par l'atmosphère. Elles sont également invisibles par le télescope Hubble qui n'a pas accès à cette longueur d'onde. Et cette image, même si elle était visible depuis Hubble, elle aurait exigé, sa durée de pause aurait exigé une pause de plusieurs semaines, alors que par James Webb, la pause a duré un petit peu plus de 12 heures. C'est une image qui a été prise par plusieurs capteurs infrarouges, par plusieurs longueurs d'onde dans l'infrarouge, simultanément. Et en même temps, les spectres de 48 galaxies vues sur le champ d'image ont été mesurés individuellement, et ça c'est une technologie qui n'existe encore actuellement que à bord de James Webb. C'est une première. Jusqu'à présent, on devait les mesurer individuellement. Mais le plus émouvant dans cette image est probablement le tout petit point rouge qui apparaît ici, qui apparaît par hasard, ce n'était pas visé parce qu'on ne le connaissait pas. Le voilà. Et qui est tout simplement la galaxie la plus lointaine qui ait jamais été identifiée jusqu'à présent. Sa lumière a voyagé pendant 13,1 milliards d'années avant de nous parvenir. Alors imaginez un petit peu sa taille apparente par rapport au grain de sable. Actuellement, c'est le record de distance et il a été obtenu grâce à la toute première observation de James Webb. Alors là, on va partir vers un programme d'observation de James Webb et on va montrer quelques-unes des images les plus représentatives qui étaient obtenues jusqu'à présent. Alors, on ouvre les rideaux et on est parti pour un grand voyage. La nébuleuse de la Carène, ça ressemble un petit peu à des montagnes escarpées, vues au clair de lune, alors que, en fait, il s'agit du bord d'une région de formation d'étoiles qui est située à 7600 années-lumière de nous, qui s'appelle la nébuleuse de la Carène, qui est étudiée depuis longtemps. Cette image est obtenue dans le proche infrarouge et elle révèle des zones de naissance d'étoiles par condensation de gaz interstellaires.
On agrandit une partie de l'image et on peut superposer cette image avec la même vue qui avait été obtenue autrefois par le télescope spatial Hubble, que voici. Et là, on peut réellement voir la différence de qualité entre la lumière visible et la lumière visible à gauche par Hubble et la lumière infrarouge à droite. On voit réellement apparaître des étoiles qui étaient invisibles et même des structures dans le gaz de la nébuleuse qui nous émerveillaient déjà au moyen de Hubble, mais qui sont maintenant encore beaucoup plus détaillées et beaucoup plus porteuses d'informations. Ce qu'on voit en fait, c'est le bord d'une gigantesque cavité gazeuse qui est creusée au sein même de la nébuleuse par le rayonnement ultraviolet et les vents stellaires formés par les particules émises par des jeunes étoiles qui se situent en haut, c'est-à-dire au centre de la bulle, et qui sculptent les parois de la nébuleuse en l'érodant très progressivement. Une autre vue du ciel, les piliers de création sont animés par Hubble, et c'était une image emblématique, c'était peut-être la plus célèbre qui a été prise par le télescope spatial Hubble. Le pilier le plus haut, qui correspond un petit peu à l'index, si on le compare à une main, mesure 4 années-lumière de long. Le tout se situe dans la nébuleuse de l'Aigle, à 6500 années-lumière de nous. Bon, c'était déjà très spectaculaire. Maintenant, on va l'observer au moyen de James Webb. Et le voilà. Évidemment, c'est une image qui était devenue une cible privilégiée pour le tout nouveau grand télescope. L'image produite était donc très attendue et je dois dire que les astronomes n'ont vraiment pas été déçus. Dans le domaine infrarouge, les nuages de poussière qui enveloppent les très jeunes étoiles en formation sont beaucoup moins opaques et beaucoup plus de détails d'arrière-plan apparaissent. On peut voir ici une comparaison directe. Par contre, et voici l'image entière vue par James Webb, si on zoome autour de la structure, on agrandit l'image autour de la structure, ce qu'on remarque, c'est qu'on ne remarque aucune galaxie, parce que malgré tout, la zone reste très dense en étoiles quand on voit le successif de poussière, et ça fonctionne un petit peu comme un rideau. On voit beaucoup d'étoiles dans la nébuleuse elle-même, mais on ne voit pas derrière tellement les poussières sont abondantes, même en infrarouge. Certaines zones de la nébuleuse apparaissent brillantes. Elles mettent en évidence ce qu'on appelle des protostars, c'est-à-dire des endroits où la matière, qui est particulièrement dense en poussière, s'effondre sur elle-même sous l'effet de la gravitation, en atteignant une densité et une pression critique, ce qui provoque l'allumage de l'hydrogène essentiellement et la formation de nouvelles étoiles qui sont âgées ici de seulement quelques millions d'années et qu'on peut en quelque sorte observer ici, si on peut dire, en pleine séquence d'allumage. Une autre image, c'est aussi une célébrité, le quintet de Stéphane. Alors, c'est quoi le quintet de Stéphane? Il est observé ici en lumière visible par Hubble, et c'est un groupement de 5 galaxies visibles dans la constellation de Pégase. Pourquoi un groupement visuel? Parce qu'en réalité, les 4 galaxies situées à gauche sont situées à 340 millions d'années-lumière, et la 5e à droite est beaucoup plus proche, elle est seulement à 35 millions d'années-lumière. Donc c'est un groupement
visuel, c'est-à-dire qui n'est pas réellement groupé dans l'espace. Mais ce sont les 4 premières à gauche qui vont nous intéresser, et notamment les 2 centrales, qui sont 2 galaxies en interaction, 2 galaxies en collision. En infrarouge, ça change complètement. Voilà. La formation est complètement différente et elle va montrer des détails tout à fait inédits. En perçant les zones couvertes de poussière cosmique, il est maintenant possible de révéler d'énormes ondes de choc, des traînées d'effets de marée, ainsi que des étoiles éjectées des régions extérieures, des galaxies suite à leurs interactions. On montre des zones qui étaient autrefois dissimulées de formation de jeunes étoiles, et sont des nouvelles informations qui fournissent des données inestimables sur la matière dont les interactions galactiques ont pu conduire à l'évolution des galaxies dans l'univers primitif. La galaxie en haut à gauche, NGC 7319, par son petit nom, elle abrite en son centre un trou noir hypermassif de 24 millions de fois la masse solaire, qui accumule très activement la matière en périphérie et qui émet une énergie lumineuse équivalente à 40 milliards de fois celle du Soleil, que les capteurs infrarouges à James Webb rendent visible à travers la poussière et qui n'était pas visible jusqu'à présent dans le domaine visible que voici. Alors, un autre objet spectaculaire, si on peut appeler ça un objet, la galaxie Kurzweil, c'est où la roue de la charrette. La roue de charrette. La roue de charrette, c'est quoi? C'est une galaxie annulaire. Les galaxies annulaires, ce sont les types de galaxies les plus rares pour une galaxie. Elle est située à environ 500 millions d'années-lumière, un demi-milliard d'années-lumière tout de même, dans la constellation du Sculpteur. Et son apparence, elle résulte de la collision, il y a 440 millions d'années, à grande vitesse, entre une très grande galaxie spirale et une galaxie beaucoup plus petite, qui était invisible sur l'image et qui a d'ailleurs disparu. Alors, vu par Hubble, le noyau central est noyé dans une grande quantité de poussière chaude, qui est éclairée de l'intérieur par un nombre gigantesque et par un amas de très jeunes étoiles provoquées par la collision. Mais James Webb va montrer quelque chose de beaucoup plus détaillé grâce à ses capacités infrarouges. Il nous débarrasse des gaz chauds et opaques qui entourent la structure et il apporte une toute autre quantité de nouvelles informations sur la nature de la roue de charrette. L'anneau extérieur est en expansion constante depuis l'événement tragique qui lui a donné naissance depuis 440 millions d'années. Il est tout à fait comparable à une onde qui s'étend à la surface d'une mare après y avoir jeté une pierre. C'est un anneau de condensation, c'est réellement une onde de matière en compression, et à l'intérieur de cette onde naissent constamment de jeunes étoiles. Au fur et à mesure qu'il se dilate, il s'enfonce dans les gaz environnants et déclenche la formation d'étoiles et même de supernovas qu'on peut à présent observer en détail et qui pourra apporter là aussi de nouvelles informations dans la genèse même des galaxies. Les rayons de la roue de charrette qu'on voit, c'est en quelque sorte le fossile de l'ancienne galaxie, c'est ce qui reste de la poussière de la galaxie qui a été pratiquement pulvérisée par cette collision. Alors on va un petit peu quitter
le fond du ciel et on va passer à un type d'observation différent. C'est l'astronomie planétaire. Alors, parler d'astronomie planétaire, ça peut paraître un petit peu bizarre pour un instrument aussi révolutionnaire que le télescope spatial James Webb, qui sont plutôt consacrés à l'observation de l'univers lointain, même très lointain. Et pourtant, ces caractéristiques permettent aussi, dans ce domaine de basculement, vers une nouvelle astronomie. Il ne faut pas oublier que planétaire, il n'y a pas des planètes que dans le système solaire, il y en a aussi ailleurs. Une question, excuse-moi de te couper. Une question toujours de Raymond. Merci Raymond. Oui. Alors, galaxie la plus lointaine observée, 13,1 milliards d'années-lumière. Oui. Voyage dans le passé, proche du Big Bang, point d'interrogation, donc moins de formes de matière. Et est-ce qu'on peut observer ça avec le JWST? On peut l'observer, on peut même la spectrographier, et il y a même quelques surprises à ce sujet-là. Ce n'est pas la seule galaxie très lointaine qui a été observée. Pour la matière, sa distribution est différente parce que les étoiles sont en formation, donc on observe essentiellement de l'hydrogène. L'hydrogène ne s'est pas encore transformé en hélium ou en d'autres éléments par réaction thermonucléaire. On s'attendait à observer des galaxies plus régulières, plus floues, et on observe que les galaxies observées à cette époque-là, les toutes premières galaxies avaient déjà des caractéristiques similaires aux galaxies qu'on observe actuellement, et notamment des bras. On pensait observer des amas d'étoiles à peu près indistincts, ce n'est pas du tout le cas, on observe des structures beaucoup plus évoluées que ce à quoi on s'attendait. Mais maintenant, les analyses spectroscopiques vont réellement débuter et on s'attend, oui, à des découvertes vraiment intéressantes par spectroscopie dans le domaine infrarouge qui était impossible jusqu'à présent. Mais les découvertes sont encore à venir. Là, ça fera encore l'objet d'une conférence d'ici quelques temps. Avec plaisir. On a Thierry aussi qui nous pose une question. À l'instant où une information est captée en infrarouge par JWST, quel est le principe physique qui permet de connaître l'âge de cette information, ou autrement dit, la distance qu'a parcouru cette information avant d'arriver au James Webb? La distance, elle est connue par le décalage spectral vers le rouge, tout simplement. On connaît la vitesse de récession de l'univers, des objets dans l'univers, par rapport à leur distance, et par le décalage spectral vers le rouge, c'est un peu comme l'effet Doppler, on peut déterminer la distance de cette façon-là. Et la limite, c'est environ 4,8 milliards d'années. À 4,8 milliards d'années, si un objet existe à cette distance-là, il nous échappe parce que même dans l'infrarouge, il devient invisible. Donc, c'est simplement l'effet Doppler, ce qu'on appelle le redshift, décalage vers le rouge, qui permet de déterminer la distance. Merci. Alors, en astronomie planétaire, ce qu'on veut observer, évidemment, ce qu'on observe déjà, ce sont des exoplanètes. Il faut le dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a une vingtaine d'années qu'on a découvert les toutes premières planètes extérieures au système solaire par la méthode du transit, c'est-à-dire qu'une planète passe devant une étoile et on observe un très léger assombrissement de l'étoile durant le passage. C'est ce qui est schématisé ici. Aujourd'hui, on a découvert environ 5200 planètes en dehors du système solaire, et c'est un nombre qui augmente pratiquement tous les jours. Alors, la courbe de luminosité, on l'observe depuis la Terre, on l'observe depuis Hubble, elle varie, elle permet d'observer, d'après le diamètre connu de l'étoile, on peut déduire le diamètre de la planète. La disparition n'étant pas instantanée, on peut même, comment dirais-je, déterminer la planète, la durée de passage, et parfois même déterminer si la planète possède une atmosphère ou pas. Parce qu'évidemment, la lumière de l'étoile
va traverser aussi l'atmosphère de la planète. Au moyen de James Webb, on obtient des spectres lumineux beaucoup plus précis que ceci. Ceci, c'est obtenu en lumière visible. Et par James Webb, on va observer cela. La lumière va être observée par les différents capteurs infrarouges de James Webb et ça va permettre de caractériser chacune des rayons d'émission de l'exoplanète et de déterminer la composition de son atmosphère. Et ça a permis, dans ce cas, de mettre en évidence la présence de... On mettait déjà en évidence la présence de vapeur d'eau, de sodium, de potassium, quelques éléments chimiques. Mais par James Webb, on obtient autre chose et on a mis en évidence autour d'une étoile similaire au Soleil, c'est celle-ci, c'est WASP-39b, qui est située à 700 années-lumière de nous. On a observé la présence de CO2. Alors là, c'est très intéressant parce que le CO2 n'est détectable que en spectrographie infrarouge. Cette image, donc cette analyse, elle a été obtenue dans 3 longueurs différentes de l'infrarouge. Et ça va permettre aussi de détecter la présence de CO2 non seulement autour d'une étoile géante gazeuse comme celle-ci, mais plus tard, ça fait partie du programme, ça n'a pas encore été tenté parce qu'il est trop tôt, de le détecter autour de planètes extrasolaires rocheuses de type terrestre. Et le CO2 est un marqueur de l'antenne. Alors, il n'y a pas que le CO2, on pourra aussi détecter la fluctuation de la présence de CO2, mais aussi d'autres gaz, et peut-être mettre en évidence la présence d'une forme de vie. Alors, les exoplanètes, bon, ça c'est très bien, c'est un petit peu abstrait parce que ce n'est qu'un graphique. On peut aussi projeter et même faire la visualisation d'exoplanètes. Ça n'a encore été tenté qu'une seule fois par James Webb jusqu'à présent. C'est un tout premier essai et ça a été un succès. Il s'agit d'une planète, donc HIP 65426, qui est située. Donc, c'est une série de photos qui a été prise le 1er septembre dernier, une planète qui est située dans la constellation de Centaure à 385 années-lumière de nous. Alors, nous avons 4 longueurs différentes, 4 longueurs d'onde différentes, prises au moyen de deux instruments, de 2 séries de capteurs dans James Webb, ici en infrarouge proche et là en infrarouge lointain. La bande infrarouge est très, très étendue. La petite étoile montre la présence réelle de l'étoile. Elle a été effacée car chacun des capteurs infrarouges comprend ce qu'on appelle un coronographe qui sert à masquer la lumière de l'étoile et à ne visualiser que la planète, là où les planètes qui l'entourent, ce qui est pratiquement impossible à faire depuis la Terre. Bon, ici, c'est une toute première tentative, ça a été un succès. Maintenant, il en viendra d'autres, ne sont pas encore là. Ça, c'est pour l'avenir. On peut se tourner aussi vers le système solaire. Alors, le système solaire, ça va donner quoi? On connaît très bien les planètes du système solaire et en tout bien, tout honneur, on va commencer par la reine des planètes. La reine des planètes, c'est Jupiter. Elle est connue depuis l'Antiquité. Elle est visible très abondamment à l'œil nu. Elle est abondamment décrite. Elle est maintenant visitée en permanence par plusieurs sondes spatiales. Et cette image-ci est observée depuis la Terre par le télescope spatial Hubble, en lumière visible, bien entendu.
C'est aussi une cible favorite de tous les télescopes, de tous les astronomes amateurs. On voit très bien la grande tache rouge, on va en parler. On ne savait pas du tout ce que ça allait donner avec le télescope spatial James Webb. Qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir donner en infrarouge. Il n'avait pas été conçu pour ça au départ. On a essayé et on n'a pas été déçus. Voilà ce que ça donne. Cette image a été prise par la combinaison de 3 filtres infrarouges différents et la surface de la planète fourmille de détails. Et parler de surface, c'est un peu inapproprié parce que ce qu'on voit ici, les parties les plus claires correspondent en réalité aux zones les plus élevées de la planète et les plus sombres révèlent les couches situées en profondeur dans l'atmosphère de la planète, totalement inaccessible en lumière visible. Donc, ce qu'on voit ici, on ne le voyait pas auparavant. En somme, on obtient en quelque sorte une radiographie de la planète géante gazeuse qui permettra de mieux connaître les mécanismes qui régissent la morphologie de son atmosphère et surtout de lever le mystère de la grande tache rouge, une tempête gigantesque qui pourrait engloutir la Terre entière et qui perdure depuis plusieurs siècles. Au pôle de Jupiter, on aperçoit très nettement des aurores provoquées par le très intense champ magnétique de la planète et qui étaient déjà mises en évidence depuis la Terre en lumière visible, observée ici pour la première fois en infrarouge. Et enfin, l'anneau de Jupiter apparaît très nettement, un anneau extrêmement ténu qui était inconnu avant le passage des sondes Voyager en janvier 1979. Il est maintenant très visible depuis la Terre et on va pouvoir aussi le spectrographier et déterminer très exactement sa composition. Il est toujours actuellement très mal connu. Et le plus important, c'est évidemment de ne plus se limiter à la lumière visible pour l'analyse spectroscopique. Ça ouvre des perspectives réellement inédites. On est bien là dans une nouvelle astronomie. Et enfin, on ne peut pas s'empêcher de comparer deux images prises à 144 ans d'intervalle, c'est-à-dire la toute première image prise depuis la Terre au moyen d'un télescope et l'image de James Webb. Et ça montre aussi une énigme que James Webb permettra peut-être de résoudre. Pourquoi la grande tache rouge a-t-elle diminué de moitié, comme c'est d'ailleurs confirmé par l'observation visuelle? Est-ce qu'elle est permanente, cyclique, ou est-ce qu'elle va disparaître un jour? Alors ça, c'est pour Jupiter, mais ce n'est qu'une ébauche d'observation. C'est la première image qui a été prise. L'observation systématique va seulement débuter. Ce n'était qu'une seule image. Et elle en apprend déjà énormément. On va un petit peu s'éloigner de Jupiter. On voyage vers Neptune. Neptune est la plus lointaine des planètes. C'est la dernière des planètes. Enfin, la plus lointaine depuis que Pluton est tombé en disgrâce. Elle a reçu jusqu'à présent la visite que d'une seule sonde. C'était Voyager 2 qui l'a survolée en 89, avant de quitter définitivement le système solaire. Voilà ce qu'elle donne en lumière visible depuis la Terre. C'est un globe de métal gelé qui ne laisse pratiquement voir aucun détail, du moins depuis la Terre. Tout au plus, on avait entrevu de minces anneaux autour de Neptune, mais pratiquement indiscernable depuis la Terre. Et il était évidemment tentant de diriger l'œil géant de James Webb vers cette cible. Et ces caméras ont révélé le géant de glace sous un tout nouveau jour. Alors, qu'est-ce qu'on voit au centre? On voit Neptune.
la grosse étoile qui est à proximité de Neptune, ce n'est pas une étoile, c'est son satellite Triton. Et en bas à gauche, on voit même une galaxie. Donc, ça montre l'extrême sensibilité du télescope spatial James Webb. Alors, ce qui est remarquable dans cette image infrarouge, voilà, ce sont non seulement les anneaux, mais aussi le niveau de détail. Voici donc 7 satellites de Neptune apparaissent. Ils sont très difficiles à détecter depuis la Terre par un astronome amateur, à peine visible au moyen d'un télescope professionnel, et ils apparaissent directement, ainsi que les anneaux qui deviennent vraiment spectaculaires. 4 anneaux sont nettement visibles sur l'image ici. Or, depuis 89 et Voyageur 2, aucun instrument terrestre n'avait jamais réussi à les détecter clairement. Certains semblaient même avoir disparu. Et bien entendu, leur nature restait complètement inconnue, indéterminée. Et en plus des anneaux, les images web révèlent aussi la présence de bandes de poussière plus faibles. Et c'est pas tout. Voilà les anneaux, voilà le détail des anneaux. Tout ça, c'est encore qu'une seule image. On n'a encore pris qu'une seule image de Neptune. Le reste, c'est à venir. Et il y a autre chose qui est apparue. C'est une toute nouvelle découverte au propos de Neptune. Si on travaille l'image, on va observer au niveau de l'équateur de la planète une bande équatoriale très claire, donc en relief, dont la nature est complètement inconnue. On ne sait pas ce que c'est. C'est au niveau de l'équateur, donc on pourrait penser que c'est un phénomène météorologique. Le problème, c'est que la modélisation de l'atmosphère de Neptune actuellement est un véritable casse-tête pour les astrophysiciens, c'est même un cauchemar, tout simplement parce que comme Neptune est représenté ici, l'image est fausse. Neptune n'a pas de véritable équateur, son axe de rotation étant couché pratiquement de 90 degrés par rapport à l'écliptique, et le Soleil éclaire par le pôle sud, puis par le pôle nord, demi-orbite plus Terre, etc. Donc, l'équateur n'en est pas rayonnant, hein, et cette bande équatoriale ne résulte pas d'une formation nuageuse ou d'un phénomène météorologique. Ce qu'il faut retenir de l'observation, c'est qu'en une seule image, le télescope spatial James Webb a réussi à bouleverser complètement nos connaissances sur une planète de notre propre système solaire. Alors là, qu'est-ce qui se passera plus tard? On n'ose à peine y penser. Alors, une dernière observation, elle est toute récente. Je l'ai intitulée comme des ronds dans l'eau. Je l'ai ajouté il n'y a pas longtemps à la présentation parce que ce sont réellement les dernières nouvelles. Ça a été fait il y a même pas 15 jours d'ici. C'est très récent. Alors, on va s'écarter de nouveau du système solaire. On va retourner dans l'univers plus lointain. Nous sommes quand même dans notre galaxie et on va évoquer la plus récente découverte du télescope spatial. Et on part vers la constellation du Cygne. Et là, nous découvrons Wolf-Rayet 140. Vous voyez, elle est entourée d'un petit cercle là, donc c'est une étoile de type Wolf-Rayet. Alors, c'est quoi une étoile de Wolf-Rayet? Alors là, on va faire un petit peu de théorie, sinon on le comprendra par la suite. Une étoile a sa formation par condensation de gaz environnants, d'hydrogène, l'hydrogène étant l'élément le plus abondant dans l'univers interstellaire. Une étoile s'allume et provoque la combustion de l'hydrogène par réaction thermonucléaire.
c'est une réaction de fusion. Cet hydrogène, en fusionnant, se transforme et provoque l'apparition d'hélium. Lorsque l'hydrogène est épuisé, mais évidemment ça dure longtemps, le Soleil est en train de brûler son hydrogène depuis presque 5 milliards d'années, et ça va encore durer une bonne dizaine de milliards d'années. Lorsque l'hydrogène est épuisé, l'étoile se condense sur elle-même, la pression de rayonnement n'équilibre plus la gravitation, le cœur de l'étoile va se contracter, tandis que son enveloppe va se dilater, la température dans le cœur de l'étoile va augmenter et va s'amorcer la fusion de l'hélium qui a été produit. Cette fusion de l'hélium est beaucoup plus énergétique que la fusion de l'hydrogène. Et pour situer une échelle, l'étoile qui brûle son hydrogène comme le Soleil, sa température de surface est d'environ 6000 degrés. Ici, dans le cas de Wolf-Rayet 140, la température de surface de l'étoile est passée à 240 000 degrés. Wolf-Rayet 140 en est actuellement à ce stade-là. Et un modèle d'étoile de Wolf-Rayet, ce n'est pas celle-là, c'en est une autre. On voit qu'elle a complètement éjecté elle a brûlé son hydrogène, elle brûle son hélium. Sa pression, les vents solaires, les vents stellaires de l'étoile sont considérablement amplifiés, sont beaucoup plus forts, environ 1 milliard de fois plus forts qu'à l'origine, si tant que ces vents solaires sont devenus tellement denses qu'ils deviennent visibles et parfois même ils peuvent cacher l'étoile. Ils deviennent opaques. Bon, après, on sort un petit peu du cadre. Après avoir brûlé son hélium, la combustion de l'hélium par fusion donnera du carbone qui produira du silicium et ainsi de suite. Ça ira jusqu'au fer. À partir du moment où on obtiendra une étoile de fer, le fer n'entrera pas en fusion parce qu'il est beaucoup trop stable. L'étoile va se fondre sur elle-même et elle va exploser en supernova. Enfin, on n'y est pas encore là. Wolf-Rayet, on va y revenir, observé jusqu'à présent, ça donnait ça. C'est une étoile qui a intrigué depuis longtemps les astronomes parce que elle éjecte énormément de matière et surtout, elle semble pulser. Un peu comme une étoile variable, mais une étoile variable varie dans tout le spectre d'émission. Ici, elle varie essentiellement dans le rouge profond et dans l'infrarouge. Et elle émet du gaz dans une direction privilégiée. On ne savait pas pourquoi. Les observations plus poussées, il y a une vingtaine d'années, donc ici on voit des observations faites en 2002, 2003, 2005, il y en a de plus récentes, et on a déterminé qu'en réalité, il s'agit d'un système binaire composé en réalité de 2 étoiles. Une étoile, le Wolf-Rayet centrale, d'environ 30 fois la masse du Soleil, et une étoile plus petite, 3 fois plus petite, en orbite autour d'elle, mais qui décrit une orbite très elliptique, dont la distance varie d'entre environ 200 millions à 4,4 milliards de kilomètres de l'étoile centrale. Or, le vent stellaire produit par l'étoile centrale, qui est environ 1 milliard de fois plus important plus puissant que celui du Soleil, réagit avec l'étoile satellite chaque fois qu'elle s'approche au plus près, tous les 8 ans, et ça par un mécanisme qu'on ne connaît pas encore. Il s'agit probablement de la collision entre 2 fronts d'ondes qui entraînent l'émission d'un flot de particules et de poussière qui s'éloigne très rapidement de l'ensemble sur la forme d'un anneau. Alors l'étoile double ici, elle n'est pas résolue. On a déterminé leur présence par
spectrométrie, simplement en mesurant leur vitesse d'éloignement, leurs oscillations. Et l'anneau d'éjecta, ça c'était la meilleure image qu'on observait jusqu'à présent du phénomène. Et évidemment, comme elle varie surtout, comme elle fonctionne surtout en infrarouge, il était très tentant d'orienter James Webb vers cette étoile. Et qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner ceci. Vous allez apprécier la différence. Voilà ce que James Webb montre. Alors, sur cette image sont nettement visibles pas moins de 20 anneaux concentriques dont l'éloignement en haut à droite est plus important car il correspond à l'endroit où, sur leur orbite, les étoiles sont les plus proches. Donc, l'émission est plus puissante. Alors, ces anneaux sont produits toutes les 8 années. C'est pour ça que je me compare un petit peu avec des ronds dans l'eau. Et on observe donc ici, en une seule image, 160 années d'histoire de cette étoile binaire, une image totalement impossible à obtenir depuis la Terre. Il s'agit là d'une observation qui n'est possible que grâce au télescope spatial James Webb et pas autrement, et qui confirme bien que grâce à ce formidable instrument, nous sommes bien entrés dans l'ère de nouvelle astronomie. Merci infiniment, Jean, pour cette conférence magnifique. Une dernière question de Thierry, avant de terminer la conférence, après on pourra parler tous ensemble. Thierry demandait tout à l'heure, je pense que j'ai loupé sa question, champ magnétique de Jupiter, est-ce qu'elle a comme la Terre une magnétosphère? Elle a une magnétosphère extrêmement puissante, oui, tout à fait. Et c'est même une magnétosphère qui est proche de la planète, évidemment, mais qui est même à même de dérégler les instruments des sondes spatiales et même de les détruire. Le champ magnétique de Jupiter est extrêmement puissant, en effet. D'accord, écoute, merci. Comme celui de Saturne, d'ailleurs. Neptune, maintenant, on va le voir, on ne sait pas encore. D'accord. Merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement et puis on va pouvoir continuer à discuter. D'accord, je vais... Merci encore, Jean. Merci beaucoup. C'était passionnant. Je vais arrêter le diaporama. Oui. On va revenir à l'écran.